Nous conseillons au régime sioniste de ne pas tester la volonté de la République islamique d'Iran. Si une attaque est menée contre notre pays, notre réponse sera plus puissante qu'auparavant. Est-ce qu'il y a un doute sur la capacité des Iraniens ? On mesure à quel point, en termes de missiles, on va en parler, en termes nucléaires, on ne connaît pas tout à fait leur potentiel. Bien entendu, comme il y a un doute sur la capacité du Hezbollah. Quand, je veux dire, le Hezbollah, quand on dit éradiquer, on sait qu'on n'éradiquera pas le Hezbollah. Absolument. Et là, même si l'Iran ne peut pas tenir une guerre de longue durée face à l'Israël, soutenu par les Américains, c'est toujours ça, soutenu par les Américains, c'est quand même un grand pays qui a 500 000 hommes, qui a les passes d'Aran, ils sont au moins 300 000, qui ont au moins 3 000 missiles, qui ont beaucoup de choses, ils ont une capacité de nuisance, ils ont des proxys qui peuvent faire aussi en combat asymétrique pas mal de dégâts un peu partout, et donc effectivement l'Iran, quoi qu'il arrive, gardera un pouvoir de nuisance tout à fait considérable, même si la guerre dure. Il faut pas. C'est un très très grand pays, c'est un pays qui a 3000 ans. Absolument. Ils garderont un pouvoir de nuisance quoi qu'il arrive, c'est sûr. Oui, Maître Klugman, c'est vrai qu'on ne connaît pas exactement les capacités de l'Iran, et en même temps Israël n'a pas d'autre choix que de riposter après cette attaque massive. Boaz Bismuth vous l'a très bien résumé. Il y a eu le 7 octobre, c'est un tremblement de terre de tous les paradigmes que les Israéliens se faisaient de leur propre pays. Et que les Juifs se faisaient d'ailleurs d'Israël un État-refuge, un sanctuaire et une puissance militaire. Or, les frontières ont été éventrées, la population a été massacrée, il y a eu des prises d'otages, etc. Et ce que veulent les Israéliens, c'est que le changement de paradigme qu'ils ont subi, ils veulent maintenant le faire subir à leurs adversaires. Ça veut dire démilitariser les frontières, et ça veut dire faire perdre à l'Iran son pouvoir d'influence régionale au sens militaire. Avec quel risque et avec quels moyens, notamment le nucléaire? Vous êtes avec nous, amiral Bichot. Faut-il le rappeler encore, vous avez été au cœur de la dissuasion, vous dirigiez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Quel doute existe-t-il sur le nucléaire iranien? Tout à l'heure sur notre plateau, il y avait l'ambassadeur d'Israël qui disait « Nous pensons que déjà maintenant, les Iraniens ont une capacité de bombe nucléaire. Ils n'ont pas les lanceurs, ils n'ont pas les vecteurs, etc. Mais ils peuvent l'avoir déjà. » Quand on rappelle la carte des sites d'enrichissement que Israël pourrait bombarder dans les heures ou dans les jours qui viennent, est-ce qu'il y a un doute là-dessus, effectivement? Est-ce que peut-être il y a une capacité de l'Iran, déjà maintenant, de nucléaire? Alors, on pense que dans l'état actuel de l'enrichissement de l'uranium, pour ce qu'on peut en savoir, puisqu'en fait, les données dont on dispose, elles commencent déjà à dater les derniers contrôles de l'IAEA, mais on pense qu'actuellement, Israël pourrait être capable de réaliser entre 1 et 5 bombes atomiques, de la puissance à peu près d'Hiroshima. Donc, vous voyez, c'est considérable et c'est vraiment une arme anticitée. Bon, le problème, c'est que cette bombe atomique, c'est une chose de la construire, de la réaliser, puis c'est une autre chose de l'envoyer sur Israël. Pour l'envoyer sur Israël à partir de l'Iran, je rappelle qu'il y a plus de 1300 kilomètres entre la frontière iranienne et Israël, en particulier entre les grandes cités, comme celles qu'on a sur la carte, et les grandes cités israélienne, c'est qu'on pourrait bombarder avec un missile emportant une charge nucléaire. Je pense à Tel Aviv, par exemple, ou à Haïfa. Donc là, on est à la limite des portées des missiles dont dispose aujourd'hui l'Iran. Amiral, ce que vous dites, pardon de vous couper, mais qu'on fasse réagir le plateau. Ce que vous dites là est quand même très fort. Vous dites ils ont déjà maintenant. Je rappelle qu'on disait beaucoup précédemment, ils sont à deux doigts d'avoir. On disait ils sont sur le point. Non. Là, vous dites plus tout à fait ça. Vous dites qu'ils l'ont déjà. Non. Depuis l'été dernier, les Américains ont cessé de dire, le monde du renseignement américain a cessé de dire l'été dernier, donc vous voyez, c'est tout récent, que l'Iran n'avait pas la capacité de réaliser une bombe complète. C'est-à-dire que c'est pas une chose d'avoir la matière nucléaire, c'est une autre chose d'en faire une bombe. Faire une bombe, ça exige des connaissances en détonique, ça exige, c'est-à-dire la manière de réaliser des explosifs extrêmement puissants, des explosifs dont la détonation est parfaitement coordonnée, de les miniaturiser pour pouvoir les mettre dans la tête d'un missile. Et ça, on pensait que les Iraniens avaient arrêté dans le courant de l'année 2003. Les Israéliens ont pu faire des actions de renseignement qui ont montré en 2018 que les Iraniens ne s'étaient pas arrêtés dans ce domaine-là
Et on pense qu'aujourd'hui, fort de cette expérience accumulée, fort des essais qu'ils ont pu faire, eh bien, ils ont réalisé, je dirais, enfin, ils savent faire l'entourage de la bombe. Ce que vous dites change la donne quand même, pardon, amiral. Ce que vous dites change la donne parce que le colonel Goya, par exemple, disait il n'est pas exclu qu'ils essayent, c'est quand même des États voyous par définition, une bombe sale, de fournir une bombe au Hezbollah qu'ils puissent utiliser d'une autre manière. Ces scénarios existent. Oui. Mais ça, c'est parfaitement possible. On écoute Sophie Amara aussi. Oui, c'est ce qu'on se demande. Même au Liban, c'est ce que tout le monde se demande. Si vraiment ça part en déflagration régionale, est-ce que le Liban ne serait pas, en plus de tous ces malheurs, en plus de la guerre dont il est aujourd'hui victime parce qu'il est otage du Hezbollah qui a provoqué cette intervention, eh bien, est-ce qu'il y a une possibilité ou un risque plutôt d'une bombe sale qui, faute de mieux, pour ainsi dire, eh bien, permettrait à l'Iran de se venger ou de contre-attaquer contre Israël. Sur la dangerosité de l'Iran, le ton a changé, je me permets d'insister. Il y a quelques mois, on entendait le discours, comme vous le rappeliez, Émilie, un jour, les Iraniens peut-être auront la bombe, faut-il agir avant ? Non. Là, on est en train de dire, oui, peut-être qu'ils ont une certaine capacité, et deux, l'hypothèse de la bombe sale n'est pas nulle. C'est quand même autre chose. Moi, je ne sais pas s'ils ont la bombe ou s'ils ne l'ont pas. On n'est pas au centre des installations. Par contre, ce que j'ai toujours dit avec beaucoup de constance, c'est qu'il était trop tard pour les empêcher de l'avoir s'ils voulaient l'avoir. C'est-à-dire, c'est peut-être une question, ils l'ont peut-être, c'est peut-être une question de 6 mois, c'est une question d'1 an, 2 ans, j'en sais pas. Pourquoi trop tard ? Mais parce que on leur a laissé le champ libre à partir de 2016 avec Donald Trump. Ils ont enrichi à 85%. Je crois qu'ils ont plus de 5 tonnes d'uranium enrichi aujourd'hui. C'est 27 fois ce qui est autorisé par les accords. Donc ils ont été très loin et donc ils ont pu continuer hors de toute réglementation et de tout contrôle leur programme. Alors je ne sais pas s'ils l'ont aujourd'hui. Je dis, compte tenu en plus du nombre d'installations que l'on voit très très dispersées, sans doute très enfouies, je pense qu'il est trop tard pour les empêcher Pourtant, Israël avait tenté de freiner. Pourtant, Israël avait tenté de freiner cette avancée en assassinant notamment des chercheurs. Ils l'ont freiné. Ils ont tué un des pères de la bombe, etc. Pas seulement, en fait, ils ont utilisé ça. Cyberattaques. Enfin bon, bref, ça a été fait, ça a freiné. La difficulté, c'est que l'Iran est une puissance scientifique et technique. C'est ce qu'explique l'amiral. Il faut les deux choses, il faut les compétences. Et donc qui, aujourd'hui, est arrivé à un seuil où ses compétences sont maîtrisées. Voilà. Après, la question de la bombe sale, c'est pas vraiment de la discussion, mais là, je laisserai l'amiral Vichot, qui est bien meilleur que moi là-dessus, nous expliquer les risques réels et la question de ce genre de choses. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'Iran, de manière durable, a une capacité nucléaire acquise. Ça ne veut pas dire que, pour autant, les têtes soient faites et les tests aient été réalisés. Amiral ? Oui, il y a deux choses très importantes, comme vient de le dire notre ami. C'est d'abord que les tests n'ont pas été réalisés, en tout cas pas à notre connaissance. Et les tests nucléaires, ça se sent, c'est-à-dire ça ne se voit pas forcément. Mais même s'il est souterrain, on le sait depuis la Corée du Nord, on peut le mesurer par des secousses sismiques, par exemple. Donc si les Iraniens avaient déjà essayé une bombe nucléaire, ça se saurait. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont essayé de construire une installation qui permette de faire ces essais, d'abord dans un premier temps avec des explosifs traditionnels et ensuite probablement avec un explosif nucléaire. Pour le moment, à la connaissance, dans l'état actuel de nos connaissances, ils n'ont pas procédé à cet essai. Les Iraniens ont-ils baladé les Occidentaux, pardon, amiral. Dans 3 jours, le président Poutine rencontre le président iranien. On sait que si les Iraniens ont avancé considérablement dans le domaine de la préparation des bombes nucléaires, ils ne l'ont pas fait tout seuls. Et on peut penser que compte tenu de l'aide qu'ils apportent à la Russie pour conquérir l'Ukraine, la Russie peut leur apporter une aide pour développer l'arme nucléaire, puisque la Russie, au jour d'aujourd'hui, a largement facilité les progrès réalisés par les Iraniens dans leurs missiles balistiques. Donc c'est cette alliance qu'il faut suivre de près. Dans 3 jours, le président iranien rencontre le président Poutine à Ashgabat dans le cadre d'un sommet régional et ils vont certainement parler de ces choses-là. Donc on voit bien que là aussi le temps s'écoule, le sable coule dans le sablier et on comprend que la riposte
israélienne prend un contexte très particulier. Merci beaucoup, Amiral. Ici, on comprend. Tout ce que vous avez amené est quand même très important. On comprend d'abord une collaboration avec Poutine américain qui menace de l'Iran. Collaboration avec Poutine qui menace. Il y a le fait qu'ils ont accumulé un savoir-faire technique considérable et qu'ils ont baladé les Occidentaux. On se rend compte à quel point les Occidentaux se sont laissés balader par les mollahs. Oui, ça a été compliqué. On se souvient des tentatives de freiner le programme iranien. On se souvient de l'embargo qui a été fait contre l'Iran en pure perte. On se souvient des difficultés de l'autorité des Nations Unies pour le nucléaire, l'AIEA, de surveiller l'implantation les progrès plutôt du programme nucléaire iranien. Moi, je me pose une question un peu stratégique, c'est-à-dire que pendant la guerre froide, bien sûr, on avait peur du fait que les soviétiques et le pacte de Varsovie avaient l'arme nucléaire. Mais il y avait une sorte d'équilibre de la terreur. On le sait, même si les Israéliens ne l'ont jamais reconnu, ils ont, eux, l'arme atomique. On dit qu'ils ont quelques centaines d'ogives. Et donc, est-ce que si l'Iran se dote aussi de l'arme nucléaire, est-ce que ça va créer une sorte d'équilibre? Peut-être que paradoxalement, ça pourrait être un facteur de paix. Honnêtement, je ne sais pas. Pas vu d'Israélien. Vu d'Israélien, non. Évidemment, quand quelqu'un vous menace de destruction et qu'il a la bombe et qu'il est à 1500 km, c'est pas très rassurant. Oui, mais c'est-à-dire que je pense que les Israéliens, de même que la Russie en Ukraine, les Israéliens n'utiliseraient pas leurs armes nucléaires contre un pays qui a une force conventionnelle. Si ce pays a une force nucléaire, ça crée, me semble-t-il, un nouveau rapport de force. Là, pardon, on est en train d'entrer sur un bluff très dangereux. Mais qu'est-ce que nous savons de l'Iran? Ne spéculons pas. Et nous savons que l'Iran a des capacités balistiques augmentées qu'ils ont utilisées la semaine dernière contre Israël. Ça, c'est la première chose. Avec un succès relatif. Peu importe. Ils utilisent leurs capacités militaires au maximum de ce qu'ils ont, en tout cas de manière officielle. Deuxième chose, nous savons qu'ils utilisent leur proxy pour commettre ces mêmes attaques. Troisième chose, on sait, on n'en parle pas assez à mon avis, qu'ils ont renoué avec le terrorisme d'État, qui d'ailleurs, je le rappelle, au moment où notre président de la République à l'ONU serre la main du président iranien, le même président iranien commandit des actes de terrorisme en France, en Belgique, contre des responsables de la communauté juive. Donc on ne peut pas douter un instant que ce pays, avec son idéologie, avec son discours officiel, et avec l'utilisation qu'il fait de ses armes, s'il avait une arme nucléaire, il ne serait pas forcément tenté de l'utiliser. Oui, mais alors là, il y a les Américains aussi. Là, je pense que, effectivement, moi je suis plutôt d'accord sur une espèce d'équilibre qui s'installe, parce que s'ils tirent, ils savent très bien qu'ils vont écraser la planète. Vous êtes dramatiquement naïf. Non, mais déjà par Israël. La naïveté nous a conduit à ce qu'ils s'arment sous nos yeux. Oui. Et est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une naïveté qu'ils soient armés? Moi, je ne suis pas en même temps. Je dis simplement qu'ils sont rationnels. Ils sont rationnels, les mollahs. C'est pas non plus Daesh. Pas tout à fait quand même. Ils ont mené des opérations terroristes dans le monde entier. Ils savent très bien que balancer une bombe sur Tel Aviv, ça vaut Téhéran rasé dans tous les cas de figure. Donc pourquoi s'ils s'en foutent de Téhéran rasé parce qu'ils rêvent d'une nation de martyrs, comme ils le disent tout le temps? Mais c'est des choses, je les invente pas. Une nation martyre qui est une nation morte, ils n'auront pas gagné de plus. C'est leur fonds de commerce. Mais vous raisonnez avec votre logiciel de militaire occidental, mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit ce logiciel-là qui soit aux commandes de Téhéran aujourd'hui. Jusqu'à présent, ils ont été à peu près rationnels. Ils ne sont pas montés aux extrêmes. On l'a vu, par exemple, en avril. Ils ont su s'arrêter à temps. Et là, ils n'ont pas. Là, ils ont balancé 180 missiles en général. Même qu'ils allaient être arrêtés. Ils espéraient quand même tuer beaucoup d'Israéliens. Moi, je crois au côté rationnel quand même. En général, on a là l'opposition des points de vue typiques où on a, pardon, je ne vais pas vous caricaturer, mais là, beaucoup de diplomates français ou militaires français qui pensent en gros qu'on exagère et que l'Iran, l'Iran est rationnel, malgré tout, poursuit des buts rationnels. L'autre manière de voir les choses, c'est si vous aviez en France une puissance qui a deux doigts d'avoir la bombe atomique et qui parle... On l'a eu, on l'a depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin depuis l'Union soviétique. Non, l'Union soviétique... On est habitué à la dialectique nucléaire depuis 80 ans. Il faut arrêter de nous dire qu'on ne sait pas ce que c'est. L'Union soviétique n'a jamais dit qu'elle voulait détruire la France. Non, elle ne l'a pas dit comme ça, jamais. La stratégie totalitaire était pour la
destruction des démocraties. Ils visaient pas les États-Unis, justement. Ils visaient le territoire européen. C'était pas l'équilibre, pas en même temps. Pas en même temps, de toute façon. Pas en même temps. Qu'on ne sait pas ce que c'est que la dialectique nucléaire, c'est quand même un peu fort de café. Là, je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas possible. Voilà. Le problème, c'est qu'on est en train de vivre effectivement la remontée en puissance des trois grands totalitarismes du XXe siècle, qui ont été le fascisme nazisme, le communisme et l'islamisme. Ouais. Et effectivement, quand on est face à des régimes totalitaires... Et plus que ça, en Iran, c'est une dimension suicidaire. Il faut le rappeler, comme le rappelle Patrick Lugman. Les nazis aussi, c'est assez suicidaire à la sortie, finalement. Mais je pense que... Mais pardon, heureusement d'ailleurs. Didier François, on aurait arrêté Hitler avant qu'il la bombe. Ça, vous êtes d'accord? On n'aurait pas attendu en se disant Hitler est rationnel, donc laissons-lui avoir la bombe, c'est pas grave. Et puis après, finalement, comme on nous a forcé à y aller, on y allait. Non, mais c'est ça le sujet. En fait, le problème des démocraties, c'est qu'elles se réveillent toujours un peu tard. Alors après, évidemment, on se rattrape et on est capable de grandes violences, puisque finalement, à la sortie, on est les seuls à avoir utilisé la bombe atomique pour défendre la démocratie.